à tous. Ça fait très plaisir d'être à Nantes et j'espère que il y en a certains qui font du hardware ici. Juste petite question déjà, oui, qui fait du hardware ou qui veut faire du hardware? Ça, c'est un peu différent. Il y en a quelques-uns, ouais. Donc vous allez voir, je vais essayer d'expliquer un peu déjà ce qu'on fait avec Print et puis le hardware. Et pour ceux qui veulent faire du hardware, peut-être aussi le crowdfunding. Nous, on s'est lancé en début d'année sur la plateforme Kickstarter. On est aujourd'hui les premiers Français sur cette plateforme. Et donc, on essaie aussi d'expliquer ce qu'on a fait, pourquoi on pense que d'autres nous dépasseront bientôt aussi et quelles sont les bonnes recettes. Et en tout cas, s'il y a des questions par la suite, n'hésitez pas à venir me voir. Donc Print, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une coque pour smartphone qui imprime des photos instantanément. C'est-à-dire que vous avez juste à brancher votre smartphone et c'est un peu comme si vous aviez un Polaroid toujours avec vous. En plus de ça, il y a un côté un peu novateur dans ces photos, puisque vous pouvez après, par la suite, depuis n'importe quel smartphone, les scanner en quelque sorte. Et par de la réalité augmentée, on donne vie à ces photos, on les transforme en vidéo, un peu comme si vous aviez des photos Harry Potter. Donc si vous pouvez aller voir, même sur notre site, printcases.com, n'hésitez pas. Donc maintenant, pour parler un peu de hardware, moi je viens plutôt du software et justement j'ai découvert ce que ça signifiait et les différences entre software et hardware. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, même en tant que consommateur, ce que ça signifie de faire un produit physique. Il y a beaucoup de particularités et il y a beaucoup de galères. Voilà. Alors, par exemple, en fait, on va commencer par faire ce qui s'appelle un MVP, un prototype, Minimum Viable Product. Nous, ça nous a pris à peu près 4 mois. Donc, on est 2 ingénieurs à la base. C'était prendre des imprimantes qui sont déjà sur le marché, les démonter, les remonter et faire quelque chose. Et le but, c'est vraiment de se dire, on veut montrer quelle est l'expérience qu'on veut construire dans notre produit. Donc nous, on avait quelque chose d'assez imposant, mais lorsqu'on le faisait tester à des personnes, c'était intéressant de voir comment ils réagissaient, de voir qu'on avait toujours ce côté un peu ébahi d'avoir une photo qui s'imprime devant nos yeux, et c'était ça qu'on voulait recréer. Après, en fait, on est parti, nous, à Shenzhen, donc en Chine, pendant près de 4 mois. On a été pris dans un accélérateur américain qui est basé là-bas. Et là aussi, ça a été une grande révélation parce qu'aller en Chine, visiter des usines, voir ce que ça veut dire vraiment de produire quelque chose, c'est assez impressionnant. Voilà, quand on voit que tout ce qui est fait en plastique, c'est fait avec des moules pour des injections plastiques. C'est 1 mètre cube de métal qui coûte entre 50 et 60 000 dollars. Et c'est fait à toute vitesse dans les usines. Voilà, c'était toujours impressionnant. Alors maintenant que je vais pouvoir reprendre un peu ça, tac, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je teste un peu. Ah, voilà. Hop. Voilà. Bon, j'ai passé un peu là-dessus. On va directement arriver sur le hardware. Voilà, donc je vous parlais de MVP, nous ça nous a pris 4 mois. Et là, déjà, il faut des compétences qui sont un peu spéciales lorsqu'on fait du software. Il faut des personnes qui font de l'électronique. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas très répandu. Et puis, il faut aussi toujours faire une app. Il faut toujours un côté software. Hardware et software, c'est toujours compatible. À partir de là, donc, je vous ai dit, nous, on est parti... alors, si ça fonctionne... Oui, alors... donc nous on est parti en Chine pendant 4 mois à Shenzhen et là aussi le but c'est d'avoir des retours très rapides de la part d'utilisateurs. Nous on est passé par une quinzaine de prototypes différents en utilisant de l'impression 3D, en utilisant des choses qui s'appellent par exemple de la SLA, de la stéréolithographie et donc à finalement faire évoluer son produit dans le bon sens et arriver à quelque chose qui convient à tout le monde pour pouvoir au final se lancer. Et puis on est passé aussi par une étape de pré-production
où là on arrive avec aussi de nouvelles compétences qui doivent se rajouter toujours à l'équipe. Donc des compétences en mécanique. Voilà, un produit, s'il y a des parties mobiles, il faut faire un peu de mécanique. Il faut aussi toujours améliorer son produit et travailler avec des fabricants. Donc comprendre ce que ça veut dire que de la production et comprendre aussi ce que ça veut dire que de la supply chain, parce que il va falloir en fait travailler avec ses fournisseurs pour que on n'ait pas non plus à payer trop tôt les produits, parce que d'un autre côté, justement, pour la distribution, il y a des contraintes de coût. Donc c'est toute la logique de faire du hardware et c'est toute la difficulté de faire du hardware. Alors justement, on est passé par beaucoup de prototypes. Ce que vous voyez, donc au départ, c'est notre premier prototype qui fonctionnait que sur l'iPhone 5. Puis on s'est dit on voudrait l'apporter à de nouveaux smartphones. Donc on a essayé de tâtonner pour arriver à quelque chose avec beaucoup plus finalement d'interchangeabilité entre différents smartphones. Et puis avec des retours d'utilisateurs, on a aussi changé un peu le design, l'ergonomie. On a rajouté un déclencheur aussi sur nos prototypes. Et tout ça en près de 4 mois. Donc je vous disais, le hardware c'est compliqué. Il y a des choses en fait dont on ne se rend pas forcément compte au départ. Par exemple, les moules pour des injections plastiques, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer comme ça, qui prend déjà 2 mois à fabriquer, qui coûte entre 50 000 et 100 000 $. C'est une petite partie en plus des coûts qui sont liés au hardware. Il y a toute la ligne d'assemblage qu'il faut définir, etc. Donc ça demande quand même du temps et de l'argent. Il y a en plus des contraintes qui sont liées à tous les partenaires. La plupart des fournisseurs vont vous demander de payer à la commande. La plupart des distributeurs vont vous dire nous on vous paye finalement 90 jours après que vous ayez livré le produit. On peut se retrouver jusqu'à 6 mois de cash flow qui se trouve dans la nature. Et pour une start-up, c'est pas évident de gérer ça, de se dire comment je vais faire pour produire un maximum et pas avoir trop de risques. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, en fait, le hardware, c'était uniquement réservé aux grands groupes. C'était les seuls qui pouvaient prendre ces risques. Mais justement, le crowdfunding a changé ça. Et on va voir un peu pourquoi, justement. La première raison, elle est très simple, c'est de se dire que c'est l'utilisateur qui va payer pour le produit avant de le recevoir. Donc finalement, c'est l'utilisateur qui va permettre de recevoir les fonds, qui va permettre de recevoir les fonds très tôt. Mais une campagne de crowdfunding, ça se prépare. Donc c'est déjà très peu connu en France. Donc on a parlé de Kickstarter. C'est vrai que nous, lorsqu'on s'est lancé, on n'avait que quelques références. Peut-être que vous avez entendu parler de Lima, d'Exoplus ou de Gyroptique. Ces 3 startups françaises qui se sont lancées avant nous, qui ont toutes les 3 fait plus d'1 million de $ sur la plateforme américaine. Il y a d'autres plateformes qui existent en France. On parle de KissKissBankBank. Aux États-Unis, il y a aussi Indiegogo. Mais la généralité, c'est de savoir qu'une campagne de crowdfunding, c'est un peu comme une campagne marketing, ça se prépare. Alors justement, avant, il va falloir gérer sa communauté, créer une communauté. Il y a des outils qui existent. On peut travailler sur les réseaux sociaux, travailler via Facebook. On peut utiliser alors des choses qui existent aux États-Unis. Par exemple, peut-être que vous avez entendu parler de Product Hunt. C'est une plateforme où on peut présenter des produits, des apps, des sites web avant de les lancer et recevoir un peu de visibilité par cette plateforme. Donc c'est des choses qu'on a utilisées. Pendant la campagne, donc la période avant déjà, c'est entre 3 et 6 mois. Il faut préparer tout ça. Il y a beaucoup d'éléments, la vidéo, la page, le pricing qu'il faut travailler. Et ça demande du temps. Donc moi, je conseille de prendre un maximum de temps pour préparer tout ça. Pendant la campagne, donc, en moyenne, c'est entre 30 et 60 jours. Là aussi, je conseille de prendre le maximum. En fait, la raison, c'est que toutes les campagnes ont généralement le même profil, avec un pic au départ et un pic au milieu, et finalement quelque chose d'assez stable au milieu. Mais donc, se dire que si on part sur une campagne de 60 jours, on a quand même tout le trafic qui vient de la plateforme qui va permettre d'avoir beaucoup plus de ventes que si on faisait une campagne plus courte et qu'après on faisait des ventes sur son site. Donc voilà. Et puis il y a aussi des clés.
et lorsqu'on parle de campagne, ça ne s'arrête pas finalement au final. Après, il y a tout un travail de communication auprès des gens qui ont acheté le produit. Il faut les tenir au courant. C'est vrai que ces personnes qui soutiennent des projets sur des campagnes de crowdfunding, très souvent, elles veulent prendre part. Je me souviens par exemple Oculus Rift, qui sont passés aussi par Kickstarter, qui ont fait une très bonne campagne. Lorsqu'ils ont été rachetés par Facebook, beaucoup des backers avaient dit c'est pas normal, on n'a pas été tenus au courant. Et ça montre que justement les gens cherchent à s'impliquer dans la vie de ces campagnes Kickstarter ou de manière générale de crowdfunding. Donc après, il faut tenir les gens au courant. Bien sûr, il y a tout un travail de logistique, de production, et pour au final se lancer et passer de cette campagne à une compagnie. Donc nous, je vous l'ai dit, on est les premiers Français sur Kickstarter. On a fait près d'1,6 million en vente en 35 jours. Ça signifie 9000 backers. Et on a été aussi très populaire aux États-Unis. En particulier, on a été sur CNN, sur Fox. Et ça, c'est déjà une grande fierté pour nous. Donc une campagne, que ce soit sur Kickstarter ou de manière générale, si vous voulez vous lancer sur Indiegogo ou KissKissBankBank, il y a des clés. Nous, on l'a vu, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. Je vais essayer de vous communiquer rapidement des points sur lesquels vous pouvez insister pour vous dire que si vous voulez vous lancer, il y a une chance de réussite maximale. Donc par exemple, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut planifier tout de A à Z. Pendant la campagne, vous allez pas avoir de temps pour improviser, ou en tout cas très peu. Donc préparer toutes les communications, etc. C'est hyper important. Et puis en amont, il va falloir préparer, donc je vous l'ai dit, une vidéo. Il va falloir préparer un plan de communication. Pour ça, je dirais que le mieux, c'est quand même de passer par aussi des professionnels. Il en existe, c'est coûteux, mais comme toute campagne marketing, il faut se donner les moyens de réussir. Nous, on est passé par un réalisateur à Paris qui a fait un travail super, et cette vidéo qu'il a réalisée, aujourd'hui, on continue à la réutiliser, nous, pour toutes nos communications. Donc au final, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est aussi un outil qui va servir après la campagne. Donc je dirais qu'il ne faut pas trop se limiter là-dessus et faire en sorte d'avoir un travail qui apparaît de manière très professionnelle. Gérer les journalistes, c'est aussi un point très complexe. Donc vous vous en doutez, il doit y avoir des journalistes aussi ici. Ils sont sollicités sans arrêt, en particulier pour des campagnes de crowdfunding. Il faut se mettre à leur place. Si je reçois 100 000 mails par jour, au final, je vais ouvrir les mails de personnes que je connais. Donc finalement, c'est un peu ça que ça apporte une agence de relations publiques. C'est des relations privées avec des journalistes et faire en sorte que justement ces journalistes vont publier pour aider la campagne. Donc ça c'est quelque chose nous qu'on a mis en place. On a travaillé avec une agence qui est située à Londres et je pense qu'on n'aurait pas eu la même visibilité si on avait travaillé tout seul de notre côté. Et de manière générale, ça prend de toute façon beaucoup de temps parce qu'il faut en amont, je dirais 2 à 3 semaines avant la campagne, commencer à contacter les journalistes, les relancer, s'assurer qu'ils vont publier au bon moment. Je vous le disais, il y a un pic au départ, c'est un pic qu'il faut lancer sur la campagne, donc ça veut dire avoir un maximum de publications le jour du lancement de la campagne. Et pour ça, il faut justement s'assurer que tous les journalistes sont au courant et savent la stratégie qui veut être adoptée. Ensuite, donc sur les clés pendant la campagne aussi, je vais aller du plus simple au plus compliqué. Nous, on s'est aperçu que quelque chose qui n'avait pas fonctionné, c'était les ads, que ce soit Facebook ou Twitter.
tout simplement parce que sur Kickstarter, on n'a pas de moyen de traquer la conversion de ces ads, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les résultats. Et justement, pour faire une stratégie marketing en utilisant des ads Facebook, la stratégie, c'est de créer un maximum d'ads, de publicité au départ, de type de publicité, et suivant la conversion, de limiter petit à petit, et à la fin, d'en avoir quelques-uns sur lesquels on concentre tous nos moyens. Mais sauf que ça, c'est pas possible sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter. Donc, je déconseille. Ce qu'on s'est aperçu, par contre, c'est que faire des ads sur Facebook par avance, ça pouvait être utile, en particulier pour tester plein d'hypothèses, plein de choses. J'ai rencontré des campagnes qui m'ont dit nous, on a testé notre nom, on a testé notre pricing, on a testé beaucoup de choses via de l'ad Facebook. Je trouve que c'est très intelligent. Et puis, ça permet aussi justement de créer sa communauté, de recevoir des adresses mail de personnes. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'il faut se lancer avec aussi des soutiens, des personnes qui veulent acheter dès le premier jour. Au final aussi, il faut préparer sa campagne, je vous l'ai dit. Quelque chose qu'on n'a pas très bien géré, c'est ce qui s'appelle des stretch goals, c'est-à-dire qu'on va finalement apporter de plus en plus en fonction des niveaux auxquels on arrive sur notre campagne. Par exemple, si on arrive à 500 000, on va offrir telle chose, ou on va rajouter une couleur de produit. Et ça permet de relancer l'attention. Le problème, c'est justement de préparer ça par avance, parce que, encore une fois, anticiper, c'est la clé, et réagir pendant la campagne, ça donne souvent lieu à des catastrophes. Même rajouter une couleur, ça a des implications en termes de production. Si on ne sait pas justement les implications, ça peut amener à des difficultés par la suite. Donc préparer tout ça. Et puis, quelque chose qui a très bien marché pour nous aussi, c'est tout ce qui est influenceur. Donc, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, des gens qui vont republier des photos, republier et accompagner la campagne. Voilà. Des choses qui sont un peu moins connues, un peu plus compliquées, mais pour ceux qui veulent se lancer, ça peut être la clé aussi. Donc nous, on s'est aperçu que le mardi sur Kickstarter, c'était le jour où il y avait le plus de trafic, et on utilisait ça en fait comme rampe de lancement. Donc il y a une page populaire sur ces campagnes, sur ces plateformes de crowdfunding, et pour arriver sur cette page populaire, c'est très simple, il faut le jour précédent, c'est un peu un raccourci, mais le jour précédent, être parmi les meilleures campagnes. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'assurait d'avoir un maximum de choses qui arrivent le mardi, donc que ce soit justement des posts par des influenceurs, que ce soit de nouveaux articles, pour pouvoir être pendant le reste de la semaine sur la page populaire. Donc je vous l'ai dit aussi, faire une longue campagne, ça peut aider. Et être en phase avec ses backers, ça c'est plutôt par la suite, c'est-à-dire ne rien leur cacher, leur dire s'il y a des problèmes, leur dire aussi comment les choses avancent au quotidien. Et nous, ce qu'on fait par exemple, c'est qu'on les invite à faire des focus group. Eux peuvent tester le produit, voir le produit, nous donner leurs idées. Les backers sont souvent des personnes qui ont plein d'idées pour vous, donc les écouter, c'est la clé. Voilà, c'est en grande partie ce que je voulais vous communiquer. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Une campagne, c'est faite de plein de petits détails. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à me contacter. C'est quelque chose qui est très bien, en particulier dans le milieu du crowdfunding, c'est que les gens sont très ouverts pour communiquer les bonnes pratiques. Donc, je serai là aujourd'hui, demain. N'hésitez pas à venir me voir, on peut en discuter et ce sera avec plaisir que je vous en dirai plus. Voilà, merci beaucoup.